Pour essayer de comprendre ce pacte mondial sur l'immigration, mon invité est Stéphane Beaulac, constitutionnaliste, professeur de droit à l'Université de Montréal. Bonjour, Monsieur Beaulac. Bonjour, monsieur. Monsieur Beaulac, qu'est-ce qui contient là, de si important ce pacte sur l'immigration? Ça couche par écrit qu'est-ce qu'on pourrait appeler, en empruntant du vocabulaire des affaires, du commerce, les bonnes pratiques, the good practice, dans le sens qu'il y a quelques 23 objectifs sur lesquels les États se sont entendus l'été dernier, en juillet dernier. Et là, on confirme, on est censé confirmer, mais je ne sais pas si vous faisiez mention dans vos remarques introductives, mais il y a eu entre-temps un bon nombre de pays qui se sont retirés de cet accord non contraignant, vous l'avez souligné, de ce pacte mondial sur l'immigration, de telle sorte qu'en bout de ligne, sauf erreur, mais on se retrouve non pas avec 190 ou quelques-uns, mais plutôt 160 et quelques-uns États de la communauté internationale qui ont, ça se faisait ce matin, je crois, confirmé le fait que leur État devient partie à ce pacte mondial sur l'immigration. Oui. Donc, les États-Unis ne se sont pas rendus jusqu'au bout des discussions. Le Chili, par exemple, a décidé de se retirer aussi de ces accords. Quand on dit qu'il est non contraignant, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est dans le jargon du droit international, on parle de l'expression anglaise de soft law, de droit mou, ça se traduit un peu drôlement là, mais c'est essentiellement un instrument, mais international, qui n'impose pas des obligations sur les États, qui ne devront pas faire comme si c'était, par exemple, là, on compare souvent ces instruments internationaux non contraignants aux traités, aux conventions, ça c'est synonyme, traités ou conventions internationales. Or ici, même si on parle d'un pacte, ça peut porter à confusion, mais il s'agit vraiment, on le dit en toutes lettres, et il était par ailleurs de l'intention des États qui ont négocié la terminologie employée dans cet instrument international. Il était clairement de l'intention de ne pas créer un régime juridique contraignant pour les États qui aujourd'hui ont donné leur accord au pacte mondial sur l'immigration. Ceci étant, monsieur, il faut quand même ajouter un élément important. On distingue le caractère non contraignant ou contraignant en droit international à son possible effet à ces instruments internationaux en droit interne. Or, au Canada, depuis à peu près une vingtaine d'années, puis je vous épargnerai les détails, là, mais il y a de la jurisprudence qui a débuté en 1999 dans l'affaire Baker, où la Cour suprême du Canada a envoyé le message que les instruments internationaux contraignants davantage ou non contraignants, évidemment en ajustant la force persuasive à la baisse, mais ces instruments, même non contraignants, peuvent s'avérer être des éléments pertinents et persuasifs dans l'interprétation et l'application du droit interne. Ceci, monsieur, en ce qui nous concerne, ça veut donc dire que cet instrument de soft law, cette déclaration, ce pacte mondial non contraignant, peut néanmoins éventuellement se retrouver à être plaidé devant nos tribunaux et avoir une certaine influence sur l'interprétation et l'application du droit qui existe déjà au Canada. Autrement dit, moi je le perçois comme un guide de bonne pratique. Le Canada adhère à ce guide de bonne pratique et si le Canada ne l'appliquait pas complètement, il pourrait y avoir au Canada, peut-être pas sur la scène internationale, mais au Canada, des gens qui utiliseraient cet argument-là des bonnes pratiques pour essayer de faire valoir leurs points. Oui, ben c'est ça. C'est pas que le Canada pourrait être en contravention de cet instrument international. C'est justement là où la nuance est importante. C'est un instrument non contraignant. Mais c'est plutôt dans un dossier au Canada devant, par exemple, la Cour d'appel fédérale où on plaiderait la loi canadienne, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et ses règlements, où là pourrait s'avérer devenir pertinent les instruments internationaux, y compris le pacte mondial sur l'immigration dont il est question aujourd'hui, pourrait aider à identifier l'intention du législateur canadien dans sa loi et ces instruments s'avéraient être possiblement à influencer la décision du juge. Alors, dans ce sens-là, c'est pas sans conséquences juridiques au Canada. Bon. Il y a le Parti conservateur et son chef Andrew Scheer qui s'opposent à la signature de ce pacte. J'aimerais savoir
ce qu'il contient de préoccupant pour les gens qui s'y opposent? Est-ce qu'on a l'impression que ce sera, je vais utiliser une expression simple, bar ouvert pour tout le monde qui veut venir s'installer au Canada, par exemple, en utilisant les voies irrégulières? Non, faisons la part des choses, c'est important. Puis au Canada, ça a été exprimé par la voix de l'opposition officielle. C'est de bonne guerre, certains diraient, dans une large mesure. Et dans d'autres juridictions à travers le monde, on parlait des États-Unis, de l'Australie, d'Israël et une douzaine d'États de l'Union européenne, donc en Europe. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent par rapport à l'ensemble de l'instrument, parce que on y voit, mais là, il y a souvent des exagérations quand on instrumentalise ces dossiers pour essayer d'en faire du capital politique. Là, je sors un peu de mon expertise parce qu'évidemment, je porte ici mon chapeau d'internationaliste, de constitutionnaliste dans l'analyse du présent instrument, mais on n'est quand même pas naïf en droit. Là, on sait très bien que les politiques peuvent utiliser des dossiers chauds et touchant l'immigration depuis un bon nombre d'années, c'est le cas. Alors, ici, pour revenir au Canada, on voit le Parti conservateur d'Andrew Scheer essayer de casser du sucre, si je puis dire, sur cet accord en le condamnant dans son ensemble. Et plus particulièrement, on semble avoir souligné quelques-uns des 23 objectifs. Un de ceux-là, ça concerne, puis précisément, c'est l'objectif numéro 17, qui semble toucher la liberté de presse, ou à tout le moins, c'est de la façon que les conservateurs le mettent de l'avant, parce que on suggère à l'objectif numéro 17 que les États devraient essayer de limiter toute forme de discrimination en encourageant les débats publics, notamment dans les médias, évidemment, pour faire évoluer de façon positive le dossier des migrations, des flux migratoires et de la façon que c'est perçu. Alors, on a mis ça en exergue en suggérant que ça pourrait éventuellement amener à limiter la marge de manœuvre des médias dans la couverture de ces dossiers concernant l'immigration, et ça restera à voir. Bon, très bien. Alors, c'est un exemple parmi les autres qu'on retrouve dans ce pacte mondial sur l'immigration. Mon invité, Stéphane Beaulac, est constitutionnaliste, professeur de droit à l'Université de Montréal. Merci, M. Beaulac. Un grand plaisir. Merci, 8h30.